Le docteur Raad, plutôt optimiste, il a vu les ravisseurs, il est maintenant en Syrie. Un plan est en discussion, mais ce soir encore, la prudence est de rigueur dans cette affaire. Le dernier indice avant les élections, le chômage est en légère baisse, moins 0,4% pour le mois de février. La victoire du oui à l'OTAN en Espagne, c'est un succès personnel de première grandeur pour le chef du gouvernement espagnol, Felipe González. Le plus grand musée des sciences et des techniques du monde, inauguré cet après-midi à la Villette, 150 000 mètres carrés dans lesquels la science et l'industrie vont à la rencontre du public. Madame, Monsieur, bonsoir. Toujours l'attente à Beyrouth, l'attente mais aussi une certaine détente. Le docteur Raad a interrompu ce matin ses négociations avec les ravisseurs qui détiennent toujours les otages français. C'est apparemment la fin de la première phase des discussions. Avec une indication de l'émissaire français, un accord de principe est en voie d'élaboration, mais il reste encore à régler les détails, des détails qui semblent importants. Une note optimiste donc ce soir, même si les inconnues demeurent très nombreuses. Nous allons revoir point par point l'état de la négociation, mais d'abord le film de cette journée à Beyrouth avec notre envoyé spécial. C'est Pierre Serra. Il n'y a jusqu'à présent que des rumeurs. Elles sont, disons, encourageantes. Elles viennent de sources différentes, mais elles sont toutes concordantes. Le docteur Raad l'a fait savoir aujourd'hui. Il pense être sur la bonne voie. Les conditions posées par les ravisseurs sont virtuellement réunies. Il reste à les réaliser. Ces dernières 48 heures, le docteur Raad a fait la navette entre Beyrouth, banlieue sud et Damas pour mettre au point les modalités pratiques et les garanties nécessaires. La décision de libérer l'équipe d'Antenne 2 a été prise. Son sort n'est pas lié à l'affaire de Bagdad, dit-on ici. Les solutions de ces deux affaires pourraient être pourtant concomitantes. Ce qui veut dire que Philippe Rochaud et ses coéquipiers devraient être libérés au plus tard lorsque les expulsés irakiens auront quitté Bagdad et auront été reconnus par ceux qui les réclament. Pierre Serra, Antenne 2, Beyrouth. Vous l'avez entendu, optimisme, donc optimisme mesuré sur place, mais il faut rester très prudent. L'expérience dans cette affaire nous l'a appris à de nombreuses reprises. En tout cas, il apparaît à peu près certain ce soir que le docteur Raad a négocié sur 2 points au moins, la libération des 2 opposants irakiens expulsés par Paris et le sort du commando qui avait tenté d'assassiner le Premier ministre iranien à Paris, le Premier ministre Chapour Bakhtiar. Le premier point est acquis ce soir, mais le deuxième reste à régler. Daniel Lecomte. La remise de 2 de nos frères irakiens aux autorités irakiennes alors que la France savait qu'ils étaient des opposants au régime et qu'ils seraient exécutés en Irak est un défi dangereux au sentiment de tous les musulmans. Ceci constitue une complicité de crime. C'est dans ce communiqué annonçant la mort de Michel Serra et publié il y a une semaine à Beyrouth que le djihad islamique évoquait pour la première fois la question des 2 Irakiens expulsés par Paris. Depuis, dans chaque communiqué publié par la suite, leur libération est devenue la plus urgente des revendications des ravisseurs. C'est donc maintenant chose faite, la libération d'Hamza Fahazi et d'Hassan Kheraldine n'est plus qu'une question de jours, sinon d'heures. Saddam Hussein, le président irakien, a en effet gracié les 2 expulsés. Ils sont autorisés, s'ils le veulent, à retourner en France. Un préalable capital pesant sur la négociation vient donc d'être levé. Reste maintenant l'autre revendication des ravisseurs. Elle concerne la libération de 5 membres d'un commando communiste. Ces 5 hommes avaient tenté d'assassiner l'ancien Premier ministre irakien Chapour Bakhtiar. C'était en juillet 1980 à Neuilly. Au cours de la fusillade, 2 personnes devaient trouver la mort. Arrêtés sur le champ, 4 d'entre eux, dont le chef du commando, Anis Nakache, était condamné à la réclusion à perpétuité, le 5e à 20 ans. Rien juridiquement ne permet de les libérer dans les prochains jours. Les 5 hommes n'ont accompli que 6 ans de prison. Or, la peine minimum qu'ils doivent obligatoirement purger est de 15 ans pour les uns, 10 ans pour l'autre. On est donc bien loin du compte. Reste donc une seule solution pour répondre aux ravisseurs, la grâce présidentielle. Et puis il y a cette phrase justement d'Anis Nakache, le chef du commando qui a tenté d'assassiner Chapour Bakhtiar. C'est un appel, un véritable appel lancé aux ravisseurs. Vous devez rassurer toutes les familles des otages. C'est très précisément ce que dit le chef du commando dans un télégramme adressé vendredi à son avocat. Un message qui est plus directement destiné à ceux qu'il appelle ses frères, c'est-à-dire les chiites iraniens. Un texte qu'interprète maintenant son avocat, Maître Comte, interrogé tout à l'heure par Thierry Calmette. C'est très clair, c'est 2 demandes. D'une part, de ne pas répondre aux déclarations qu'il estime provocatrices de M. Fabius, de la part de ses frères. D'autre part, de rassurer la famille de tous les otages
sans exception. Sans exception, qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que ça veut dire qu'il faut que l'opinion publique française sache tout. Moi, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Il faut maintenant que nous attendions la réponse, en quelque sorte, à cette demande, à ces demandes. Est-ce que ce télégramme diffusé à la presse pourrait être un signal, au contraire, vers les ravisseurs? Moi, je le prends comme tel et c'est pour ça que j'ai estimé nécessaire, et de mon devoir, de le faire connaître à la presse. C'est-à-dire que je pense que c'est de la part de M. Nakache, qui incontestablement semble avoir un rôle central dans l'ensemble de cette affaire, j'ai pensé que c'était une demande de sa part de clarification. J'ai pensé qu'au moment où beaucoup de choses sont agitées et confuses, cette demande de clarification avait son importance. Oui, on a quand même l'impression ce soir que le chef du commando attend également une décision des autorités françaises sur son sort et sur celui de ses camarades qui sont donc emprisonnés en France, mais impossible d'en savoir plus pour le moment. Et puis à Paris, Monseigneur Lustiger a célébré une messe tout à l'heure à la demande de la famille de Michel Seurat, dont l'assassinat a été annoncé par les ravisseurs. L'archevêque de Paris a voulu associer tous les otages à ses préoccupations et à ses prières. Ce sont des hommes de paix qui sont allés dans un pays en guerre. Ce sont des hommes qui aiment cette région, qui ont voulu rendre témoignage. Si ces otages nous apparaissent comme des victimes particulièrement scandaleuses à la conscience, c'est qu'ils sont le signe qu'il n'y a plus de loi. Le terrorisme, sous toutes ses formes, comme le pape l'a rappelé, est ce qu'il faut proscrire absolument, faute de quoi les États eux-mêmes ne sont plus dignes du droit qu'ils veulent promouvoir. Le tour de l'actualité nous emmène maintenant en Espagne où, contre toute attente et contre tous les sondages, le oui l'a remporté au soir du référendum sur le maintien de l'Espagne au sein de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. C'est une véritable surprise, mais c'est aussi un très beau succès pour le Premier ministre Felipe González, qui est parvenu en quelques jours à faire en quelque sorte basculer l'opinion dans le sens qui lui convenait. Sur place à Madrid, Bruno Albin. Lundi soir, clôture de la campagne, Felipe González jette tout son capital de sympathie dans le plateau du oui. Hier soir, le oui l'emporte, sans discussion. Ce matin, Felipe à la une, le succès du oui, c'est lui. Pour gagner, il devait premièrement contrebalancer les effets conjugués de l'aversion naturelle des Espagnols pour le militarisme et les Yankees, comme on les appelle ici. 2. Limiter les effets de l'abstention prônée par le Parti conservateur, pourtant favorable à l'OTAN. Et surtout, troisièmement, limiter au minimum les effets de son propre changement de camp. D'anti-OTAN, Felipe González est devenu, en 4 ans, un partisan déclaré de l'atlantisme. La contrepartie, le revers de la médaille, c'est le prix de cette volte-face sur un thème qui tient tellement à cœur aux Espagnols. Le Premier ministre les avait adjurés, avant la fin de la campagne, de se prononcer hier sur le fond, c'est-à-dire sur le maintien ou non de l'Espagne dans l'Alliance Atlantique, et de réserver tout vote de sanction pour les élections législatives. Il a apparemment été entendu, et rendez-vous est pris pour octobre prochain. L'enjeu, ce sera la majorité dont dispose au Parlement le parti de l'homme politique le plus populaire d'Espagne. Dans l'enquête sur le meurtre d'Olof Palme, un homme, un Suédois, vient d'être arrêté par la police de Stockholm. Ce n'est pour le moment qu'un suspect. On lui reproche surtout apparemment de s'être trouvé sur les lieux du crime le soir de l'assassinat. Après la baisse de l'inflation rendue publique hier, une baisse historique, moins 0,2%, voici le dernier indice avant les élections. C'est le chiffre du chômage pour le mois de février. Il vient d'être publié et il annonce une légère baisse pour le mois de dernier, justement, moins 0,4%. Ce sont maintenant les explications et les commentaires de Gérard Morin sur ce chiffre. La stabilisation se confirme. Le chômage était au sommet en janvier 85, puis diminution légère, petite poussée le mois dernier, et nous revoilà avec 2 367 600 demandeurs d'emploi, même niveau qu'en octobre 85 et qu'en octobre 84. La raison de ce léger mieux, c'est que la dégradation de l'activité économique semble stopper. Moins de licenciements économiques, moins de chômage partiel, davantage d'offres d'emploi disponibles.
Cela dit, les entrées en stage de formation ont augmenté, mais pas tellement les embauches dans les entreprises. Le chômage n'est pas vaincu, ce sera encore un gros point noir dans les mois à venir, et ce drame dure longtemps lorsqu'il frappe quelqu'un, en moyenne 329 jours. Il reste que ces chiffres des demandeurs d'emploi moins nombreux à la fin février, c'est une assez bonne nouvelle pour le gouvernement à 2 jours des élections. C'est pourquoi le ministre du Travail s'est dépêché de les publier. Effectivement, les indices économiques et sociaux qui auront figuré en bonne place dans la campagne électorale, qu'ils aient été donc appréciés ou contestés, cela nous amène directement à notre page spéciale. Maintenant, une page spéciale consacrée, comme chaque soir, au scrutin de dimanche. Attention, il ne reste plus que 2 jours. Et pour commencer, une question, Paul Amar. Elle concerne François Mitterrand. Partira pas après le Monde d'hier. Je crois que le microcosme parisien ne parlait que de ça aujourd'hui. Absolument. La rumeur court toujours pas démentie, toujours pas confirmée. Et elle a pour effet d'alimenter le jeu politique à la mode, un jeu en forme de devinette. Si l'opposition gagne, qui ira à Matignon? Le nom le plus souvent cité est celui de Jacques Chirac, mais la réapparition de Jacques Chaban-Delmas intrigue. Bien sûr, il n'est pas candidat officiellement, mais il tient à montrer qu'il est toujours en forme. Rachid Arabe et Yves Barbe sont allés à Bordeaux. Arrivée à Bordeaux de Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, député-maire de Bordeaux, président du Conseil régional d'Aquitaine. Avec une telle carte de visite, Chaban a-t-il encore besoin de faire campagne ? À 71 ans, c'est lui que l'opposition a choisi pour mener de front la liste des législatives et celle des régionales, au pas de course bien sûr. Il y a 2 ans, Chaban avait été élu à la tête du Conseil régional d'Aquitaine grâce au ralliement secret de 2 élus de gauche. La cohabitation avait-elle commencé à Bordeaux? Ça, c'est tout à fait nouvelle société. Ben voilà. Son projet politique national n'a donc pas changé, même si Chaban se dit moins intéressé par Matignon que par le Conseil régional d'Aquitaine. Si j'ai la possibilité d'établir encore 2 budgets, celui de 87 et celui de 88, alors vraiment la région, l'Aquitaine, sera lancée pour longtemps dans la bonne direction. Face à Chaban, le PS girondin joue la carte jeune. Une campagne de fêtes et de banquets menée par Catherine Lalumière. Ça va, ou plutôt ça va mieux. Les socialistes espèrent obtenir 4 sièges contre 5 à l'opposition. Mais tout n'a pas été sans mal. L'élaboration de la liste PS a été un véritable casse-tête, une lutte serrée entre les différents courants socialistes. Quel est le parti, quel est le département qui n'a pas eu quelques difficultés à établir la liste? Parce que le scrutin proportionnel nécessite que l'on soit bien placé sur la liste pour avoir des chances d'être élu. Sur les docks de Bordeaux, les communistes de Gironde ne nient plus leur recul. Tous les permanents ont été renouvelés en 3 ans. Mais le discours n'a pas changé. Michel Perret, tête de liste communiste, réinvente même la vieille recette blanc-bonnet et bonnet blanc à la sauce cohabitation. Chaban-Delmas, Mitterrand ont été dans le même parti, l'UDSR si je ne me trompe pas. Ils ont été ensemble dans beaucoup de ministères et lorsque le président de la République est venu à Bordeaux, l'un et l'autre ont évoqué leurs chemins qui se sont croisés, décroisés, recroisés. À l'extrême droite, divorce total. Le Front National est concurrencé par une liste sur laquelle se trouve Madame Le Pen. En instance de divorce, elle a rejoint les dissidents du Front d'opposition nationale. Les 2 listes d'extrême droite ne s'envoient pas de fleurs pour s'accuser mutuellement d'être noyautées par le maire de Bordeaux avec la complicité du PS. Vous avez dit cohabitation ? Après cette bataille de Girondins, nous terminons notre série sur les grands thèmes économiques de la campagne vus par les grands leaders politiques. Alors, on a vu tour à tour Laurent Fabius, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais hier. Ce soir, donc, c'est Jacques Chirac pour l'RPR. Oui, nous avons réalisé cette série d'interviews pour répondre aux lettres et aux vœux des téléspectateurs qui souhaitent connaître la politique économique des différents partis et plus précisément les mesures envisagées pour lutter contre le chômage. Ce soir, donc, Jacques Chirac, à qui Jean-Louis Le Senne a demandé de définir l'esprit de la plateforme RPR-UDF. Écoutons-le. Ce qu'il faut, c'est créer des emplois. Créer des emplois, c'est chez l'artisan, chez le commerçant, chez l'industriel, chez le professionnel libéral.
que c'est possible. Et pour cela, il faut diminuer les charges et les contraintes sur ces entreprises, c'est-à-dire les impôts, les taxes, les cotisations. Ça suppose une politique de réduction des dépenses publiques. Il faut également diminuer toutes ces réglementations qui paralysent. Le contrôle des prix, d'échange, le contrôle des marges, toutes ces autorisations, ces effets de seuil qui découragent. Il faut également que les travailleurs se sentent appelés à faire un effort. Et pour cela, il faut diminuer aussi les charges qui pèsent sur eux et leur donner par une politique de participation plus active le sentiment que l'entreprise est un lieu où ils peuvent participer et s'épanouir davantage par la flexibilité, mieux adapter leur travail à leur mode de vie. Pour le chômage des jeunes, l'ETUC, vous les maintenez? Pour le chômage des jeunes, qui est évidemment l'essentiel de nos préoccupations, il faut créer un système de contrat emploi-formation, ouvert non seulement à l'administration comme l'ETUC, mais à l'ensemble des activités, qui comporte une partie travail et une partie formation. La partie travail étant payée non pas sournoisement comme dans l'ETUC en dessous du SMIC, mais au SMIC, et dont les charges sociales soient pour tout ou partie prises en charge par l'État de façon à inciter ces entrepreneurs que j'évoquais tout à l'heure à s'engager dans la voie du recrutement des jeunes. Si la confiance est rétablie, si les libertés d'action, le goût du risque et le sens de l'effort reviennent en raison de ce plus de liberté, je crois qu'on peut effectivement, compte tenu de la conjoncture internationale qui s'améliore, je ne dirais pas voir le bout du tunnel car c'est un peu ridicule, mais améliorer la situation essentiellement de l'emploi qui est la priorité. Ce que l'on pourra gagner de la baisse du dollar et de la baisse du pétrole, qui ne présentent pas que des avantages par ailleurs, il faut le savoir, devrait être affecté à la réduction des charges qui paralysent actuellement notre économie. Voilà, c'est donc la fin de notre série, tous les grands leaders politiques qui sont passés, mais les élections, la campagne électorale, ce n'est pas seulement les grandes idées, c'est aussi le terrain, le local. Oui, et les Français attachent quelquefois à ces querelles de clochers beaucoup plus d'importance qu'au débat sur les institutions. Ils n'ont pas forcément tort, elles portent en effet souvent sur leur vie quotidienne. C'est le cas dans l'Allier où il n'existe pas de SAMU. 4 villes se disputent l'attribution de ce service médical d'urgence. Alain Valentini et Noël Alexandre ont eu l'idée de réunir les maires de ces 4 cités. Ils ont tous une étiquette politique différente, l'équilibre est respecté. Et leur ont demandé de plaider leur dossier. Pour ne léser personne, notre équipe a choisi le terrain le plus neutre possible. Et nous, on a un chronomètre. Messieurs, pour le SAMU, faites vos jeux. La parole est à Hector Roland, maire RPR de Moulins. Je considère que le SAMU, dans le cas où il ne serait pas installé à Moulins, ce serait un non-sens total. Pourquoi Moulins? Parce que c'est la ville préfectorale. Pourquoi c'est là que se sont établis les services indispensables au bon fonctionnement du SAMU. En plus, nous avons l'aire d'atterrissage tout préparé, certainement le meilleur du département pour les hélicoptères. Il est tout à fait naturel que le SAMU soit installé à Moulins. Merci. Nous écoutons maintenant M. Jacques Millier, maire PS de QC. Oui, QC est intéressé dans le cadre du syndicat intercommunal de l'agglomération de Vichy. Et je peux dire que dans l'Allier, il y a 2 grands axes, le Val de Cher, le Val d'Allier. Vichy, avec l'agglomération qui compte environ 70 000 habitants et ses structures hospitalières, non loin du CHU de Clermont-Ferrand, est un bon secteur géographique et un bon secteur d'intervention pour les urgences, accidents graves de la route. On vous remercie. La parole est à Pierre Goldberg, maire PC de Montluçon. Il y a 7 raisons qui font que Montluçon doit être la ville choisie. Premièrement, nous avons un SMUR dont la qualité n'est contestée par personne, avec une équipe de médecins soudés. Nous avons un bloc opératoire ultramoderne, un scanner qui est installé actuellement. Nous avons une piste d'élistage et 6e, le seul corps de sapeurs-pompiers professionnels. Et enfin, nous sommes au bord de l'autoroute qui traverse le département en 2. Donc, comme chacun le reconnaît maintenant, c'est à Montluçon que doit s'installer le SAMU dans l'intérêt de tous les Bourbonnais. Merci. Enfin, pour terminer, la parole est à M. Jacques Lacarin, maire UDFPR de Vichy. Je suis croupier au Grand Casino de Vichy, chargé de vous signaler l'absence de M. Jacques Lacarin. Il a déclaré à Antenne 2 qu'il ne jugeait pas utile de se déplacer et qu'à propos du SAMU, il devait, c'est en tout cas évident pour lui, revenir logiquement à Vichy.
Les jeux sont faits. L'Allier aura enfin son SAMU. Un pour les 3 villes, mais peut-être même un par ville. Réponse dans les jours qui viennent. Un bel exemple, en tout cas, de divergence politique qui peut aboutir à une cohabitation départementale efficace. Une cathédrale pour la science et l'industrie s'est ouverte aujourd'hui à Paris. C'est la fameuse cité des sciences et des techniques de la Villette. C'est le plus grand musée du genre jamais construit au monde. Il coûte cher, 4,5 milliards de francs pour un projet, il est vrai, considérable qui occupe 150 000 mètres carrés. François Mitterrand l'inaugurait tout à l'heure, alors que les travaux viennent tout juste de se terminer, en tout cas pour la première tranche. L'ouverture officielle, c'est pour demain. C'est alors que le public pourra investir la cité. Ce ne sera sans doute qu'une prise de contact, vous le voyez, puisqu'il faut des jours entiers pour découvrir toutes les richesses de ce musée du XXIe siècle. Alors Jacques Violet et François Granier l'ont en avance visité pour vous. C'est une avant-première. La science se reflétant dans le futur. La géode, cette boule d'acier poli de 36 mètres de diamètre qui abrite déjà une salle de cinéma, domine la cité des sciences. Un bâtiment gigantesque, 150 000 mètres carrés de marbre gris, de poutrelles d'acier et de façades de verre. 270 mètres de long, 110 de large et 40 de haut. 2,5 fois Beaubourg, mais le jour de son inauguration, le temple des sciences est encore un immense chantier. Impression de gigantisme également à l'intérieur. Dans le grand hall, au centre du bâtiment, des escaliers roulants escaladent 12 mètres de hauteur et permettent d'accéder aux expositions permanentes. Conçu pour tous les publics de 3 à 83 ans, on entre ici pour s'informer, comprendre, manipuler, participer au maximum. Premier secteur, le fond des mers et les étoiles, avec des maquettes grandeur nature, le sous-marin français le Nautile et le 3e étage de la fusée Ariane. Des satellites, des modules du laboratoire spatial permettront de prendre la vraie mesure des engins de l'espace et comprendre la pesanteur sous l'œil d'un astronaute dans son fauteuil volant. Dans la section mathématiques, l'audiovisuel associé à l'informatique pour comprendre la force de Coriolis, le théorème de Pythagore ou les lois de la physique expliquées de façon attractive. Dans le monde des sons, un spectrographe vous permettra de voir la trace de votre voix sur un écran en couleur. Les enfants n'ont pas été oubliés. Pour eux, l'inventorium, où ils pourront regarder vivre les fourmis sous la terre et les poissons dans les aquariums. Reste une question, combien coûte cette vulgarisation scientifique tous azimuts? Réponse, 4,5 milliards pour la construction du bâtiment, 600 millions de francs pour le fonctionnement en 86. Certains parlent de gouffre financier, la Villette en a connu d'autres au temps des abattoirs. Un seul regret pour tous, aujourd'hui, seulement un bon tiers des activités sera ouvert au public. Le reste, comme le planétarium, ouvrira dans le courant de l'été. La chasse à la comète, c'est pour ce soir. Cette nuit, vers 1 h du matin, la sonde européenne Giotto frôlera la comète de Halley à quelques 250 000 km/h. Vous pourrez le suivre en direct sur Antenne 2. Giotto passera alors à 500 km seulement de la fameuse comète. C'est une opération gigantesque, dirigée depuis Darmstadt, en Allemagne fédérale, où l'on visse les derniers boulons, si l'on peut dire. Patrick Esther. Eh bien, Bernard, tout se présente bien à Darmstadt, au centre opérationnel de l'Agence spatiale européenne. La dernière correction de trajectoire vient d'avoir lieu avec succès. Actuellement, la sonde Giotto est à 1 234 812 km de son point de rencontre avec la comète. Ce chiffre décroît très rapidement, vous allez le voir, puisque cet engin interplanétaire fonce, vous l'avez dit, à 250 000 km/h à travers le vide cosmique. La rencontre aura donc lieu cette nuit à 1 h et 2 minutes. Giotto passera alors à 500 km de la comète de Halley. Il n'est du reste pas certain que cette sonde puisse survivre aux violentes projections de poussière, de gaz émises par le noyau. Jusqu'à ce jour, personne, ni aucun instrument scientifique, n'a pu photographier ou voir le noyau d'une comète. Alors, on peut dire que cette comète qui passe tous les 76 ans, pour la plupart d'entre nous, c'est l'unique occasion, ce soir, en direct sur Antenne 2, de la voir de ses propres yeux, en direct. Un fabuleux voyage qui se déroule à 145 millions de kilomètres de la Terre, un formidable cours de travaux pratiques qui a pour objet l'univers. Et je crois que même si demain, les collégiens, les lycéens et leurs professeurs arrivent avec des allumettes dans les yeux pour les faire tenir ouverts, eh bien je crois que cette nuit blanche qu'on leur propose de passer dans le noir du cosmos en vaut vraiment la peine.
Oui, l'espace où l'on se bouscule, puisque les soviétiques viennent de lancer un nouveau vaisseau habité par 2 cosmonautes. Fait sans précédent, la télévision soviétique l'a annoncé par avance et a même montré des images du lancement. Les voici. Décidément, quelque chose a changé à Moscou. Les 2 cosmonautes sont en chemin pour occuper une nouvelle station orbitale lancée le 20 février dernier. C'est un projet de très grande envergure, puisque cette station est prévue pour des vols de longue durée et pour une occupation permanente. Ce devrait être, en quelque sorte, la station de base des futurs complexes orbitaux tels que les conçoivent les soviétiques. C'est une sorte de jeu de Lego que l'on peut agrandir à volonté avec des modules expédiés depuis la Terre. Une question maintenant, avez-vous la gueule de l'emploi? Drôle de question, pensez-vous? Eh bien, pas si drôle, puisqu'une nouvelle discipline, la morphopsychologie, permet en principe d'analyser le caractère d'un individu par la simple observation de son visage. Alors, c'est une technique mise au point par le docteur Louis Cormand, et aujourd'hui, eh bien, on l'utilise dans certains cabinets de recrutement. Voici le reportage que viennent de nous envoyer Patrick Boitet et Jean-Louis Boussert. Je vais vous montrer maintenant des exemples connus de gens célèbres. Un cours de morphopsychologie chez Egor, la première entreprise française de recrutement. Ces chasseurs de tête s'entraînent à comprendre le caractère d'un individu à partir de son visage. Moi, je dirais que c'est un rétracté de front. Oui. Avec une expansion cérébrale importante. Et importante, voilà. C'est très bien. Pas déséquilibrante, mais très grande, très grande. Harmonie du visage correspond en général à une harmonie du caractère. Ce que nous essayons de faire, c'est de rationaliser nos intuitions, et je dirais de rationaliser vos intuitions. Régulièrement, les morphopsychologues tiennent des conférences dans les grandes villes de France. Dans le public, les responsables du personnel apprennent comment choisir leurs collaborateurs selon l'importance de leur mâchoire ou l'écartement de leurs yeux. Il n'existe pas de portrait robot pour une fonction donnée. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans des fonctions, il va y avoir des caractéristiques très précises. Je vais vous donner par exemple 2 exemples. Il est bon qu'un commercial, quelque part, il y ait un peu de dilaté, que quelque part le modelé soit rond. À un directeur d'usine, il me paraît important qu'il ait une base instinctive suffisante pour remplir à ses obligations de commandement et d'autorité. Qu'est-ce qu'elle a la gueule? Quelque chose qui ne va pas. La morphopsychologie chez Egor sert de technique d'appoint aux entretiens et aux tests graphologiques, mais elle est parfois directement utilisée pour la sélection des candidats, ce qui révolte certains professionnels. D'abord parce que la morphopsychologie a tendance à définir des normes, et ce, au moins autant que la graphologie. Or, nous ne cherchons pas des gens normaux. Nous ne cherchons pas des encéphalogrammes plats. On sait très bien qu'un certain nombre de gens qui ont notoirement réussi auraient probablement été éliminés dans le cadre, par exemple, d'un tri graphologique ou d'un tri morphopsychologique. Et si la morphopsychologie rentrait dans la vie de tous les jours? Ah, ce serait drôlement intéressant, parce qu'au moins chacun saurait à qui il a affaire, et ça éviterait de se tromper, ou sur le choix du conjoint, ou sur le choix de ses amis. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ah, c'est quelqu'un de remarquablement équilibré, qui a de très très bons contacts, et qui est fait pour la communication et pour les relations. Il est bien à ce poste alors? Oui, il est très bien à ce poste, mais il aurait pu faire n'importe quoi, sauf peut-être un coureur, un champion de course à pied. Petite gueule d'amour, t'es à croquer, car parfois tu travailles en arrêtiste. Voilà. Ouais, bah, apparemment, j'ai moins de chances d'être engagé à la télévision après tout ça. La gueule de l'emploi, ce sera en tout cas l'un des sujets abordés par le magazine d'Antenne 2 à 22h10. Un magazine très fourni puisque vous y verrez également un étonnant reportage sur l'Iran et sur les recherches que les hommes de Khomeini mènent à l'ambassade des États-Unis. C'est là où furent détenus les otages américains. Peu de choses en sport, cette information toutefois, il s'agit de Formule 1. Philippe Streiff signe chez Tyrrell pour la saison 86. Il rejoint ainsi Martin Brundle. Et puis l'arrivée du quartet, 2, 3, 15 et 6. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 124 885 francs. Et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 1694 francs 50. Avant de prendre connaissance de la météo, voici des nouvelles de la télévision générale et de notre chaîne en particulier, puisque nous connaissons ce soir les résultats du sondage du Centre d'études des supports de publicité. C'est ce que nous appelons le CESP. Il nous donne en quelque sorte la photographie de l'audience pour une période donnée, en l'occurrence celle qui court du 7 janvier au 5 février dernier. Avec d'abord un constat, jamais les Français n'ont autant regardé la télévision. 35 635 000 personnes l'ont regardé au moins une fois par jour.
Dans ce contexte, Antenne 2 enregistre la plus forte progression des télévisions depuis la dernière vague de CESP, c'était à l'automne 85. Pour la première fois, nous franchissons la barre des 26 millions de téléspectateurs. C'est la plus forte audience de notre maison depuis sa création en 1975. Ce résultat est en grande partie dû à l'accueil très positif que vous avez réservé à nos soirées. Et puis un dernier chiffre, avec 2 heures d'écoute par téléspectateur et par jour, Antenne 2 est la télévision la plus regardée en France. Merci donc pour votre fidélité et pour votre confiance. Et maintenant, rapidement, la météo avec Laurent Boussier. Très vite. Ah, une météo très rapide où, après vous avoir dit que demain il y aura des brouillards sur une grande partie du pays, on va tout de suite regarder la photo satellite avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui demain sera évidemment sur l'ouest du pays. Ça nous donne de nouveaux nuages sur l'ouest. Alors on regarde la carte du temps prévu pour demain. Voilà, avec sur toute la Bretagne et la Normandie un ciel couvert, de la pluie sur le reste du pays, je vous le disais, de la brume et des brouillards, mais un temps qui deviendra beau dans la journée, sauf sur le Roussillon où les pluies continueront, et sauf sur la Corse où il y aura encore quelques orages. Côté température, c'est le statu quo, elles sont immobiles de 5 à 12 degrés sur la moitié nord avec un 8 degrés à Paris, et de 7 mais jusqu'à 15 degrés sur la moitié sud, 15 de Biarritz, à Nice, tout ça c'est tout à fait parfait. Notre agenda pour terminer, demain c'est vendredi, 14 mars, le soleil se lèvera à 7h08, se couchera à 18h52. Ce qui nous fera 3 minutes de soleil en plus, c'est la Sainte Mathilde, alors bonne fête Mathilde. Je vous rappelle l'information saillante de ce journal. Un certain optimisme, un optimisme mesuré se dégage à Beyrouth après les négociations menées par le docteur Raad. Il a vu les ravisseurs avant de retourner en Syrie et un plan est actuellement en discussion. Optimisme donc, mais il faut demeurer ce soir encore très prudent. Si d'autres développements se produisent dans les heures qui viennent, vous en aurez l'explication et le commentaire dans notre dernier journal. C'est avec Bernard Pradino aux environs de 22h55. Bonsoir, à demain 20h.